ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec des œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour réussir en toutes choses. Une nouvelle fois, bonsoir à tout le monde. Nous sommes très heureux d'être encore chez vous pour ces nouveaux numéros des livres inspirés, votre mission éducative, le mission qui vous fait un peu asseoir sur le livre, vous habituer un peu avec la culture de la lecture, ce qui des fois n'est pas toujours d'habitude dans notre pays, mais aussi au monde aussi. Mais aussi aujourd'hui, nous, chaque fois dans notre mission Livres Inspirés, nous essayons un peu de vous accompagner, de vous initier un peu à ce qu'on appelle les livres inspirés. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir une personne, je peux dire encore qu'avec tous les téléspectateurs, nous avons l'honneur de recevoir une personne qui est tellement spéciale. Il s'agit de Madame Andrea Moloto. Bonjour, bonsoir, pasteur. bonsoir. Bonsoir, pasteur. Je pense que vous allez bien. Je vais très bien, merci. J'étais déjà en train de vous dire que vous êtes la première dame que nous recevons aujourd'hui. Depuis que nous avons commencé avec l'émission Livres Inspirés, vous êtes la première dame. Bien heureuse. Sans doute pas la dernière après ceci, j'espère. Vraiment. Il y a des gens qui nous suivent, peut-être quelques-uns vous connaissent, ouais, et d'autres peut-être ne vous connaissent pas. Il faut peut-être un peu savoir qui est vraiment Madame Andrea Moloto. Je suis servante de Dieu. On va commencer par là. Et ensuite, je suis entrepreneur social. J'ai une fondation qui s'appelle Kulisha, qui lutte contre la délinquance juvénile. Je suis aussi entrepreneur dans l'agribusiness. Et je crois qu'on va s'arrêter là quand même. Et écrivaine, la raison pour laquelle je suis ici. Ok, vous êtes écrivain. On commence avec ces citations qui nous viennent de Barbara Bush. Elle a écrit ceci, elle a dit « La maison est la première école de l'enfant, le parent est le premier enseignant de l'enfant et la lecture est le premier sujet de l'enfant. » Quel est votre commentaire? Bien sûr que vous êtes aussi éducateur par rapport à ça. Oui, donc en disant que la maison est la première école de l'enfant, il faudrait savoir que l'enfant reçoit son éducation à la maison. L'école en soi n'est là que pour cultiver l'enfant, pour ramener une certaine connaissance. Et le parent, étant le premier enseignant, c'est lui qui va démontrer à l'enfant le savoir-être dans la société, ce qui est le plus important en fait. Comme j'ai dit avant, l'école n'est là que pour cultiver surtout. Et enfin, le livre et le sujet, je pense que ça veut dire que le livre est ce par quoi le parent aussi peut éduquer son enfant. Un exemple avec moi, c'est que j'ai commencé la lecture, même quand je ne savais pas lire, j'ai commencé ça très jeune parce que mes parents donnaient justement des livres et les lisaient pour moi à la maison. À la maison? À la maison, avant de m'endormir. Je suis très heureux parce que vous êtes aussi écrivain, mais aussi vous êtes d'abord lectrice. Oui, mais je vous demandais un peu, quel est le dernier livre que vous avez lu, en dehors de la Bible? Ok, c'est marrant parce que j'en ai vu un sur votre table que je viens de commencer à peine, mais le tout dernier, c'est une pièce théâtrale qui s'appelle Bate Kimboka. Okay. C'est vraiment un voyage fantastique. C'est un écrivain congolais. C'est écrit en lingala? Non. En français? C'est en français, mais il y a des mots en lingala qui sont expliqués. C'est un écrivain congolais qui s'appelle Monsieur Tatan Longi, Béatitude. Ok. Voilà, c'est très important. Nous voulons savoir un peu, personne ignore aujourd'hui que la lecture et la culture de livres sont au cœur de l'être humain. Bien que la lecture est une vie pour toute une personne, est-ce que la lecture se termine à l'école ou à l'université? Non. Parce qu'il y a d'autres personnes que quand ils terminent l'école, ils arrêtent tout. Quand ils terminent l'université, ils arrêtent tout. Quand ils terminent une formation quelconque, ils arrêtent tout. Est-ce que la lecture de livres, ceci s'arrête qu'après une formation ou après l'université? Non, il faudrait aussi comprendre que le monde s'invente chaque jour. Le moment où vous arrêtez de lire après l'université, vous restez à cette année-là où vous avez arrêté, parce qu'il y aura des nouvelles données ou des nouvelles connaissances sur le domaine dans lequel vous avez étudié qui verront le jour. Donc, je pense qu'on devrait lire chaque jour.
lire de tout. Ce qui est important, c'est surtout de lire dans le domaine dans lequel nous sommes. Vous êtes pasteur, je suis sûre que vous lisez d'autres pasteurs aussi. La lecture doit être un mode de vie parce qu'il y a plein de bonnes choses qui sont liées à la lecture. Ok. Une chose, revenons en vous. Okay. Parce que j'aime quand je commence avec ces questions d'entrée, j'aime revenir un peu à mes invités. Moi qui n'aime pas beaucoup parler de moi, mais allons-y. Oui, toujours lié à la lecture. D'accord. Pas parler de vous en termes, mais toujours à la lecture. Ok. Vous êtes écrivaine. Oui. Qu'est-ce qui a fait que vous commencez à écrire? Parce que je peux dire seulement que vous êtes auteur de ces merveilleux romans. Ce merveilleux roman, Mathieu, tu sais. Donc, c'est écrit par Madame Andrea Moloto. C'est pourquoi je pose cette question-là. Qu'est-ce qui a fait que vous commencez à écrire? Je vais vous avouer une chose. J'ai commencé par écrire des chansons. Ouais. Plus jeune, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Après, dans l'adolescence, c'était des poèmes. Et puis, un peu plus tard, c'était des petites idées. En fait, je voulais être écrivaine, mais les commentaires que je recevais, c'était que ça ne payait pas bien, que je n'allais pas m'en sortir au Congo, que les gens ne lisent pas au Congo. Et j'avais pas de modèle, en fait, de Congolaises, de femmes qui ont écrit. Donc, du coup, j'ai mis ça un peu de côté. Mais je tenais un journal et après, je me suis rendu compte qu'en fait, ça pouvait faire un livre. J'ai prié. J'ai reçu des directives. Vous allez le lire, vous allez comprendre que ce n'est pas un roman typique, ce n'est pas un ouvrage typique. Il est divisé en deux parties. Il y a la partie histoire et puis il y a la partie leçon de vie. Alors en priant, j'ai eu les directives de comment bien établir cet ouvrage. Okay. Et voilà, j'ai écrit comme ça. C'est comme on apprend à marcher, on ne sait pas trop comment on apprend à marcher. C'est comme ça que j'ai écrit. Comme ça que vous avez eu à écrire ces romans. Une question que je me parce que vous avez écrit un roman, c'est la première fois que je reçois une personne qui a écrit un roman. Souvent, le roman nous fait introduire un peu dans des univers un peu imaginaires. Des fictions. Des fictions, ceci. Mais pourquoi on peut lire un roman? Qu'est-ce qui est de bon dans un roman qui est des autres livres, par exemple? Alors, qu'est-ce qu'il y a de bon que les autres livres? Ça, je sais pas vous dire. Mais le roman, comme pour Mathieu, tu sais, par exemple, lui est tiré par une histoire personnelle. Donc, c'est un roman autobiographique. Okay. Mais pour les romans, en général, ils tirent tous des vraies histoires de vie. Pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment de fiction dans la vie. Tout est tiré d'une certaine réalité. Et il y a plein de leçons de vie qui peuvent être tirées de chaque roman. Mais aussi, c'est comme regarder un film, par exemple. C'est juste un moment de détente. Ou si vous n'êtes pas télé, vous plongez-vous dans des romans et vous pourrez en tirer le même bénéfice, je trouve. Oui. Si pas plus. Allez. Là, c'est trop merveilleux. Notre thème d'aujourd'hui était vivre avec les goûts de la lecture. C'est ça, on va partager avec Madame Andrea Moloto. La première question est celle-ci. Comment peut-on donner l'amour et les goûts de vivre avec la lecture ou de vivre avec la culture de la lecture? Comment donner ces goûts-là? Premièrement, d'abord, on peut dire chez les enfants. Comment donner chez les enfants qui ne lisent pas ou qui n'aiment pas lire? Deuxièmement, chez les adolescents qui lisent quasiment pas ou essayent un peu de lire. Et aussi, comment donner les goûts de la lecture chez le vieux qui disent que qu'est-ce que je peux lire encore étant que je suis vieux? Qu'est-ce que je peux trouver encore dans un livre étant que je suis vieux? D'accord. Pour les enfants, comme je vous ai dit, j'ai commencé à lire à la maison avec mon père qui me faisait la lecture déjà plus petite. Et quand je comprenais ce que je lisais, j'avais souvent des petits livres en images qui éveiller ma curiosité en fait. Vous voyez, il faudrait comprendre la psychologie de chaque étape de la vie d'une personne. Étant qu'enfant, qu'est-ce qui l'intéresse? Quand on est enfant, ce sont des dessins. Et à force de ce genre de livres, j'avais envie de lire et c'est parti de là. Étant adolescent, et surtout les adolescents maintenant qui sont beaucoup plus smartphones, c'est de mettre on a maintenant Kindle et d'autres ouvrages qui sont dans numérique. Voilà, numérique. C'est de faire ça pour eux, au moins ils ont leur téléphone en main. Mais là, je pense que l'école a beaucoup plus de travail là, en donnant certains devoirs, leur demander d'expliquer certains livres. Je pense que c'est là où l'école pourra vraiment travailler, parce que les ados sont ados, surtout à la maison. À l'école, quand même, on sait les recadrer. Pour les plus vieux,
Ça sera compliqué pour moi de dire parce que j'ai toujours été autour des personnes qui ont lu. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines, je suis allée voir un de mes grands-pères, hein, des grands-oncles, mais on les appelle tous coco, on est africains, pour mon 3e livre justement. Et j'ai trouvé un livre sur sa table, il est en train de lire. Donc je veux dire, pour ceux qui veulent rester cultivés, rester à la page, et pour travailler leur cerveau, lisez. C'est tout ce que je peux dire en tout cas. Et maintenant, aujourd'hui, on trouve que une personne ou un ado, lorsqu'il sort de l'université ou celle des humanités, on trouve réellement que ce qui se faisait autrefois dans les écoles où on donnait les devoirs aux enfants, prend ces livres, lisez et fait des résumés. Mais on ne le trouve plus un peu chez les enfants aujourd'hui, c'est pour dire un peu les enfants aussi. Pouvez-vous dire, soit par exemple aux enseignants, aussi aux enfants? Oui, c'est surtout aux enseignants que je vais me diriger, c'est leur demander de le faire. Comme je disais, à un moment, c'est là où l'école doit taper des points sur la table et de donner des livres aux enfants, de les diriger sur comment lire. Et en même temps, c'est pas de donner des livres qui n'intéressent pas l'enfant en soi. Je pense qu'en tant qu'enseignant, on sait bien connaître le caractère, la personnalité de l'enfant. Et selon cette personnalité, on saura quel livre pourrait l'intéresser. Peut-être que nos enfants ne lisent pas justement parce qu'ils n'arrivent pas à se connecter aux livres qu'ils ont entre leurs mains. Et une autre question, dans ce 21e siècle, qu'est-ce qui tue ou fait perdre les goûts de la lecture? Et comment une personne qui autrefois lisait peut encore reprendre ses goûts de la lecture? D'accord. Ce qui tue, c'est que, en même temps, quand on parle de lecture, vous parlez spécifiquement des livres. Parce que lecture, on lit toute la journée, nous sommes tout le temps sur nos téléphones. La connaissance est vraiment à portée de main. On a parlé des livres numériques, mais je veux vous dire, moi, j'aime pas ça. J'aime bien sentir, toucher les papiers. Alors, ça dépend d'une personne à une autre. Ce qui tue, c'est que je pense que des personnes avant nous ont tellement lu, ont déjà fait des résumés que nous, on n'a pas besoin de faire grand-chose. Si on a besoin de quelque chose, on a qu'à aller sur Google, ça nous prend 2 minutes et on trouve la réponse. Je pense que ce qui tue notre génération, en fait, c'est ça. En même temps, ça nous apporte la connaissance, mais on ne fait pas transpirer comme dans le cerveau. Voilà, c'est des résumés qui ont déjà été faits par d'autres personnes, des recherches qui ont déjà été faites par d'autres personnes, donc on ne travaille pas trop. Ce que je suggérerais, c'est juste de vouloir peut-être penser pour nous-mêmes et pas penser s'atteler sur un résumé que quelqu'un d'autre a fait et de se dire que lui, il a vu ça de cette manière, qu'est-ce que moi, en lisant, je pourrais en déduire. Donc c'est vraiment personnel et voilà. C'est un travail personnel. Comment reprendre ces... retrouver même les goûts de la lecture à ceux qui ont perdu. C'est comme une discipline. C'est une discipline. C'est comme aller au sport. Il y en a, je suis sportive, j'ai des mois où je vais pas au sport, mais je décide de reprendre. Donc c'est vraiment une décision personnelle. C'est comme décider de manger sain. C'est comme décider d'apprendre à conduire, par exemple. Mais vraiment, avoir ce goût de la lecture doit venir d'une décision. Et puis, comme on dit, la faim vient en mangeant, c'est ça? En mangeant, hein? Oui, un truc, voilà. Donc voilà, c'est en lisant qu'on reprendra le goût de la lecture. On voulait un peu détendre avec Madame Andrea Moloto, mais on va revenir avec sur notre sujet. Mais ces livres, ces romans ici, s'intitulent Mathieu, tu sais. Qu'est-ce que les gens qui vont essayer de lire, ils vont trouver des signes importants dans ces romans? Est-ce que quel est le cible? Est-ce que s'agit seulement de catégorie des personnes, ou vous ciblez toute catégorie des personnes? D'accord. Vous savez que lorsqu'on écrit un livre, on a beau vouloir fixer à qui il sera, mais tout le monde peut s'y trouver. En l'écrivant, je pensais plus à la jeunesse, aux jeunes, allez, de 15 à 35 ans, ceux qui sont encore en train de marquer leur pas dans la vie et qui veulent se décider sur comment marcher. Mathis, tu sais, Mathis est une petite fille, donc en fait vous comprendrez que le personnage principal est face à face avec son moi intérieur, avec l'enfant qui sommeille en elle, et elle essaie de lui faire un compte rendu des différents choix
qu'elle a eu durant toute sa vie et qui l'emmène à où elle est maintenant en tant que Réanda. Et c'est juste pour dire aussi qu'en tant qu'enfant, on sait ce qu'on veut être. Mais comment l'enfant peut savoir ce qu'il veut être? Moi, je savais que je voulais être... allez, je ne me voyais pas dans un bureau, par exemple. Moi, je savais que... Parce qu'on peut nous dire aujourd'hui que ce sont des illusions entre l'illusion et une réalité effective. Pas du tout, pas du tout. Je vais vous dire une chose, c'est qu'en étant adolescente, en grandissant, c'est vrai que notre vision des choses change. Mais ce que j'ai toujours été, on m'a même dit non, les chrétiennes ne sont pas comme ça, c'est que je suis un esprit assez libre. Je n'aime pas être confinée. Ça, je l'étais depuis très jeune. En étant ado, j'aimais bien dessiner. Mais pour mon père, il était hors de question parce que j'étais aussi super bonne en maths. Pour lui, ce n'était pas ça. Il fallait que j'aille, que je suive un autre chemin. Mais maintenant, si je vous dis que dessiner, c'est ma passion et que je vais en faire un travail dans un autre domaine que je vais taire maintenant, ça sera vu quand ça verra le jour. Donc, je veux dire, un enfant, c'est ce qu'il veut. Il faut être à l'écoute de son enfant. Il faut vraiment être à l'écoute. Il y a des petites choses que les enfants savent faire. Seuls les parents avisés peuvent voir, ok, cet enfant est bonne à ceci, est bonne à cela. Et non, essayer de les inculquer leur propre choix ou vivre leurs rêves à travers leurs enfants. Là, c'est pas... Donc, on trouverait ça ici dans ce merveilleux roman de Madame Andrea Moloto. Et revenons maintenant dans notre sujet sur les goûts de la lecture. J'ai une question. Il y a certaines personnes qui ont les goûts de la lecture, les goûts de lire, mais ils n'arrivent pas à lire. Cela est dû par exemple à plusieurs paramètres. Faute de temps, très occupé. Que faire à ces gens, à ces catégories de personnes pour essayer un peu d'arriver au moins à lire malgré leurs multiples occupations? Ok. Pendant que vous me posiez cette question, j'ai pensé à des livres audio. Mais ça aussi, j'aime pas parce que ça ne vous aide pas avec le vocabulaire, avec l'écriture. Il y a des livres audio, j'en connais plein. J'ai des amis qui préfèrent ceux-là, qui peuvent l'écouter pendant, qui sont en train de conduire ou qui sont occupés à autre chose. Ce que je dirais, mon conseil, c'est de s'imposer 1 heure de lecture. Peu importe comment on est occupé. Autant on est occupé à autre chose, autant on peut s'occuper à lire. Donc, dites-vous que je lirai 30 minutes par jour, simplement. Est-il important, la lecture est important dans votre vie? Oui, bien sûr, parce que Pourquoi? Je vis des bienfaits de la lecture. Oui. En tant que jeune entrepreneur, on est proie à beaucoup de stress et d'anxiété. La lecture, c'est juste le voyage que je m'offre. C'est ce petit moment de break. Le cerveau est un muscle comme un autre qui a besoin continuellement d'être exercé et la lecture nous permet ça. Il y a plein de bonnes choses. La lecture, bon, vous avez parlé de la Bible avant de dormir. Quand on est loin de nos smartphones, de la télévision, avant de dormir nous permet de bien dormir justement parce qu'on se coupe du monde et on se focalise sur autre chose. Il y a plein de bienfaits à la lecture que, voilà, j'aime lire. Nous sommes en train d'atterrir déjà de notre mission merveilleuse, mais j'aimerais un peu poser cette question. Les gens peut-être qui sont en train de nous suivre, ils demandera où trouver ces merveilleux romans. Mathie, tu sais, à Kinshasa se trouve à l'Institut français. Vous le trouverez à l'Institut français. À Lubumbashi, c'est au Blue Jacaranda. C'est vrai qu'on est en rupture de stock, mais ils seront ravitaillés cette semaine. Voilà, donc c'est les deux endroits. Les deux endroits. C'est toujours un plaisir de parler de livres dans ces plateaux de livres inspirés. Et nous avons toujours l'honneur, chaque fois quand nous commençons de parler, on a toujours tendance à ne pas finir parce qu'il y a beaucoup de choses quand nous parlons ici de livres inspirés. Mais avant que nous puissions finir, il y a une question qui me vient. Quel est le livre qui vous a tant inspiré dans la vie? Oh, waouh! Un livre qui m'a inspiré, je ne sais même pas vous citer un parce que j'en ai plusieurs qui me viennent à l'esprit maintenant. Mais pour cette année, c'était un livre de Joyce Meyer, Do It Afraid, qui disait de le faire en ayant peur. Même si vous avez peur de ce que sera le résultat de quelque chose, mais si vous êtes sûr que Dieu vous voit là, faites-le. Si vous avez peur
elle a donné des exemples vraiment assez simples pour ceux qui ont peur de nager. Jetez-vous à l'eau, faites-le pendant que vous avez, alors que vous avez peur. Ça m'a révoltée parce que j'étais banquière et je savais qu'il fallait que je passe à autre chose, mais j'avais peur. Alors en lisant ce livre, c'était « tu dois y aller ». Je suis allée et je suis bien heureuse. C'est tellement important de continuer de finir, même sans m'obliger de finir, parce que c'est toujours riche d'être dans cette émission Livre Inspiré. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais n'oubliez pas notre sondage que nous avons commencé depuis la semaine passée sur les Congolais lisent ou pas. Donc, il y a des questions que nous avons mis à votre disposition. Répondez-nous. À la fin, nous allons constituer une base de données ou un modèle qui permettra de confirmer ou d'infirmer si réellement que les Congolais lisent ou ne lisent pas. Il y a notre numéro de téléphone au bas de votre écran. Vous trouverez ça. Répondez-nous et à la fin, on a les compris. Il y a déjà d'autres personnes qui essaient de nous dire les Congolais ne lisent pas. Sur quelle statistique vous dites que les Congolais ne lisent pas? C'est une chose importante. Dire aujourd'hui que les Congolais ne lisent pas, ce n'est plus vraiment de modèle que moi je dis. Peut-être que dire que les Congolais ne lisent pas assez, on peut un peu essayer de comprendre. Mais nous voulons par ces modèles essayer de conclure à la fin si les Congolais lisent ou ne lisent pas. Vous savez une chose importante, on est tous d'accord avec une réalité existante que les Congolais ne lisent pas. Mais sachez-le, c'est ceci. On ne change pas les choses en essayant de combattre les réalités existantes. Mais il faut créer un modèle pour faire de sorte que l'ancien modèle devient obsolète. C'est par rapport à ces questions que vous allez nous répondre. Les modèles qu'on va créer vont conclure ou affirmer cela. Moi, je vous dis pour la prochaine émission. Mais avant de finir, Madame Andrea, votre mot de la fin. Vu qu'on parlait du goût de la lecture, j'espère vraiment que par ces quelques mots que nous avons partagés, une personne décidera de lire. Déjà même pour avoir des connaissances de la Bible, parce que vous êtes pasteur, on va aller dans ça, il faudrait lire déjà sa Bible, aimer la lire. Donc ouvrez-vous à accepter d'autres horizons, à enrichir vos connaissances, à enrichir votre vocabulaire, à vous améliorer chaque jour en lisant. Donc lisez. Et merci de m'avoir reçu. Améliorer votre connaissance en lisant, c'est toujours ça, c'est que nous, les hommes, on devrait faire. Et même aussi les femmes devraient faire. Quand je parle des hommes, je ne parle pas seulement de catégorie des hommes, ce sont les femmes. Mais nous tous, les femmes et les hommes, devront s'habituer à la lecture et c'est important. Moi, je vous donne rendez-vous pour la semaine prochaine pour l'autre numéro de Livre Inspiré. Et restez branchés à Livre Inspiré. Et bye bye. Que ces livres ne s'éloignent pas de mes lèvres, jusqu'à ce que ça me délivre et je m'enivre d'une vie avec tes œuvres. Je veux lire pour connaître mieux, je veux lire pour